Bonjour à tout le monde. Donc, c'est notre premier webinaire pour l'année 2023. Et aujourd'hui, on a quelqu'un que je ne vous montre pas tout de suite, mais qui est bien présent, que j'ai eu beaucoup de mal, que nous avons eu beaucoup de mal à voir parce qu'il est toujours par Mons et par Vaux, à l'étranger, en France, un peu partout, que tout le monde connaît. Mais non! Que tout le monde connaît. C'est un grand nom de la médiation. Et la seule fois où je l'ai vu se fâcher, c'est justement quand j'ai dit à quel point il était connu, célèbre, à quel point il avait des disciples un peu partout. Ça, il n'a pas supporté. Donc, ce webinaire va être un petit peu spécifique parce que je ne vais pas pouvoir dire grand-chose sur lui. Il me l'a interdit, par modestie, par humilité, alors que j'aurais pu dire mille et une choses. Donc, je ne dirai rien parce que de toute façon, ça n'est pas très grave. Je crois que vous savez presque tout. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir en tant que médiateur, ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir en tant que formateur, savent de toute façon que depuis 40 ans, son nom circule et la médiation est ce qu'elle est précisément parce qu'il y a Jacques Salzer. C'est pour ça que c'est un très grand honneur pour nous de l'avoir. Alors, je vous propose de nous indiquer d'où vous nous regardez. Donc, n'hésitez pas dans le chat ou dans le fil de discussion à nous indiquer d'où vous nous regardez, de quelle ville, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, puisque les webinaires du SEMA sont vus jusqu'en Thaïlande, également jusqu'au Canada. Donc, je crois qu'on prend à peu près tous les fuseaux horaires. Je crois qu'on a eu la Finlande aussi ou la Suède et on est descendu jusqu'à l'île de la Réunion. Donc, on aura beaucoup de plaisir à voir d'où vous nous regardez. Et puis, j'ai oublié une chose fondamentale, c'est tout d'abord meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Alors, petit récapitulatif comme d'habitude. Il y a le Q&A, c'est questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaiterez dans le Q&A ou alors également dans le fil de discussion. Simplement, il y aura à peu près 50 minutes, 1 heure où Jacques va s'exprimer. Donc, je ne vais pas intervenir, sauf s'il y a vraiment des questions qui méritent qu'on s'arrête et qu'il y réponde. En lien avec ce qui est dit. En lien avec ce qui est dit, bien évidemment. Mais enfin, grosso modo, dans 1 heure, si tout se passe comme on l'a imaginé, mais la médiation, c'est quelque chose d'assez disruptif, on le verra. C'est un webinaire sur 40 ans d'étonnement, et j'avoue que moi-même, je suis déjà très étonnée, sans doute vous l'êtes aussi, ceux qui êtes habitués au webinaire du SEMA, sur la manière dont ce webinaire se déroule, parce que les fidèles voient que ça ne se déroule pas du tout comme d'habitude, mais c'est normal, face à Jacques Salzer, on est obligé de vous faire éclater à peu près tout ce qui est habituel. Donc je pense que si tout le monde est à peu près arrivé, vous êtes plus de 300 inscrits, mais on va grosso modo bientôt commencer. Alors je vois déjà qu'il y a plein de questions, de remarques dans le Q&A, ou des bonjours d'un peu partout. Voilà, pour l'instant on est beaucoup en France. Et sans doute qu'il y aura des personnes que tu connais. Oui. Aussi, puisque tu connais beaucoup de monde. C'est vrai. Mais enfin, j'allais dire d'ailleurs tout à l'heure, mais autant le dire tout de suite. Bonjour à tous ceux que je connais et à tous ceux que je ne connais pas. Très bien. Donc je vous propose que l'on commence sans attendre parce que bien évidemment, je vous l'ai dit, Jacques est toujours par Mons et par Vaux et il y a un taxi qui l'attend à 19h30 précise en bas du cabinet du SEMA. Donc on va arrêter à l'heure. Il y a combien de personnes? Est-ce que c'est convenable pour commencer? Oui, on a déjà plus de 100 participants, il y en a 300 d'inscrits, donc je pense qu'on peut commencer. Puis il y a ceux qui ne viendront pas. Alors, sachant que, je précise quand même, si vous ne pouvez pas assister à l'ensemble du webinaire, eh bien, il y aura un podcast. Un podcast. Un podcast, c'est-à-dire que... il faut apprendre ce vocabulaire. Voilà, c'est-à-dire une rediffusion. Sur YouTube, c'est ça? Sur YouTube, et comment également on fait? sur le site du SEMA. On va sur le site du SEMA. Semaphore.org. Semaphore avec un S. Avec un S.org. .org. Et semaphore.org. Et sur les podcasts, vous avez les vidéos et tous les anciens webinaires, certaines conférences, et vous aurez également
ce webinaire. Si vous souhaitez également, si vous avez la possibilité d'assister à l'heure 30 de webinaire, si vous souhaitez avoir une attestation de formation, vous pourrez également sur le site demander une attestation de formation. Bon, je crois que tout le monde est prêt. Donc, merci Catherine. Merci. Je te laisse et merci au SEMA la parole. Merci au SEMA pour cette organisation. Commençons par la fin. C'est un bon début, la fin. Hier, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a dit que la voie amiable doit devenir une voie habituelle de règlement des conflits. Et samedi dernier, il y a une semaine, il a déclaré « Je veux que la médiation devienne la règle ». Autre chose, dans 10 jours, le 23 janvier de 14h à 17h30, il y a un colloque sur les 50 ans, cette fois, du médiateur de la République. Et face à tout ça, que j'ai vécu, et j'ai découvert en 73, sous Valéry Giscard d'Estaing, cette création du médiateur de la République, que s'est-il passé depuis? Je vais partager avec vous quelques étonnements. Étonnements au sens de ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert et que je ne connaissais pas et que peut-être vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Étonnement 1. À qui appartient la définition du mot médiation? On pourrait dire à l'Académie française, cette définition. Eh bien, en 1973, quand on crée le médiateur de la République, je découvre dans la définition que le médiateur institutionnel, comme on dit, donne un avis en équité. Il vérifie si le droit a été bien appliqué ou la règle, et il donne un avis en équité sur ce cas particulier. Depuis, il y a eu une trentaine, sinon une quarantaine de médiateurs institutionnels, de ministères ou de grandes entreprises, des assurances, des banques, et vous le trouvez sur votre relevé bancaire, dans la médiation dite de la consommation. Étonnement. Le médiateur, donc, donne une solution en équité. Et si vous regardez le Larousse des années 80, même 90, je crois, la définition, c'est que le médiateur va proposer une solution. Mais les parties restent libres de l'appliquer ou ne pas l'appliquer. Et en ce sens, ils ont la liberté absolue du choix final. Étonnement. Arrivent dans les années 85-90 les médiateurs que vous êtes qui disent la médiation. Non, le médiateur ne propose jamais de solution, lui. Le médiateur fait émerger, c'est un accoucheur. Il y a donc déjà des regards complètement différents, mais aussi des querelles sur la définition. Certains vont dire, mais ça c'est pas un médiateur. Et d'autres disent, j'ai la prééminence 73. En 75, par exemple aussi, paraît un livre de Hubert Touzard, La médiation et la résolution des conflits. Ça ne se sait pas toujours, ça. J'ai découvert des livres qui dataient de 1910-1928, en particulier sur les médiations dans les relations de travail et les relations internationales. Donc, quand nous disons parfois « Ah, ça remonte aux années 70-80, ça vient du Québec, ça vient des États-Unis », nous sommes des ignorants de l'histoire, parce que nous datons les choses de là où nous l'avons appris nous-mêmes. Voilà une première remarque, et ma collègue Michèle Guillaume-Hoffnung, qui parfois énerve certains en insistant sur le fait qu'il ne faut pas tout nommer pareil, mais elle a raison quand elle dit « bien nommer » pour bien dire. Cela suppose que face à ces diverses manières d'utiliser le mot, nous ayons des mots qui
complète et précise le type de médiation à qui ça correspond, et là, il y a un certain manque. Je le démontrerai tout à l'heure. Pour ma part, j'ai une définition très large de la médiation. C'est-à-dire, médiation, m'aide au milieu, et tous ceux qui sont entre et qui finalement parviennent à créer des relations ou à arriver à un accord, eh bien tout cela rentre dans le champ de la médiation. Combien de fois n'ai-je entendu des médiateurs sur le modèle, je crois que nous vivons tous, de l'émergence des solutions, dire « Ah mais ça c'est pas de la médiation ». Chacun devient propriétaire de sa définition. Je vous donne un exemple sur « ça c'est pas de la médiation ». Ça c'est pas de la médiation à propos de médiation navette. Il y a des cas où le médiateur s'est transporté d'une entreprise à une autre entreprise, d'une personne à une autre qui ne voulait pas se voir, et il arrive même à une solution, à un accord. Parfois, je connais un cas où deux entreprises n'ont même pas voulu se rencontrer à la fin. Mais elles ont signé. La médiatrice a été chez les uns, elle a été chez les autres. Beaucoup me disent, mais ça c'est pas de la médiation. Alors, vous voyez, chacun sur sa définition, pour moi ça aboutit au résultat, ça fonctionne, il y a eu un intermédiaire. Pour d'autres, s'il n'y a pas rencontre et s'il n'y a pas une relation de personne à personne, on n'y est pas. C'est ce grand étonnement sur les définitions. Je le complète par le fait que beaucoup de collègues ont dit, c'était l'étonnement 2, les convictions contradictoires, mais je viens de le dire finalement, sur les débuts de la médiation et sur sa définition. De nombreux collègues, Jacqueline Morino, Olivier Bernard, et un livre sur l'histoire de la médiation paru chez Média et Médiation, donnent de l'étymologie. Donc une histoire étymologique, ce n'est pas de ça que je parle. C'est tout à fait intéressant. Je parle des usages contemporains de la médiation. Étonnement 3, donc. Les étranges appropriations contemporaines du mot médiation. Je les ai vues à travers la presse. Je les ai vues à travers les conversations des uns et des autres, et je vais vous en donner des exemples. J'ai trouvé 16 nuances différentes d'usage du mot médiation. Qu'est-ce qui se dit derrière ce mot-là? Eh bien, je regarde mes notes. On vient de voir toutes les approches, le médiateur aviseur qui donne un avis, le médiateur accoucheur, le médiateur aussi, j'ai découvert chez la médiatrice de l'Éducation nationale, un autre modèle, qui est que le médiateur ou les médiateurs interviennent sans intervenir physiquement, mais en accompagnant une partie et en accompagnant l'autre. Il leur suggère des choses pour arriver à être mieux compris, et il le suggère et à l'un et à l'autre, et ça marche aussi. Au fond, on dirait que c'est un modèle où l'œil du médiateur, ou son oreille, est à distance, mais que les parties parlent directement entre elles. Et souvent, vous avez des modèles mixtes dans lesquels le médiateur s'interroge sur des solutions possibles, mais ce n'est pas un conseil. Un médiateur américain que je connaissais, Bill Wilmot, qui a été invité en France, je me souviens de Dominique Retourné qui y jouait un rôle, mais enfin, je vais éviter toutes ces parenthèses, je pourrais rester jusqu'à minuit avec vous, disait, moi, si jamais je donne l'idée de solution, j'en propose toujours au moins 3, parce que je ne veux pas que les parties pensent que j'ai la bonne solution pour eux. Quelques exemples d'appropriation
parfois étranges, qui m'étonnent. 1. Le médiateur est un metteur en relation. Le médiateur touristique, le médiateur culturel, le médiateur de presse, vous connaissez tout ça. Eh bien, oui, parce que, disent-ils, nous sommes entre les touristes et le pays, et nous expliquons les choses. Deuxièmement, le médiateur, transmission de connaissances, ça va souvent avec. Il y a l'expression médiation pédagogique, parce que je suis entre la presse, par exemple, qui se dit entre le monde et le public. Troisièmement, la médiation politique, au sens, je l'ai vu utiliser, des discussions qu'il y a à l'Assemblée nationale, en disant, de ces différents échanges, il y a une médiation politique qui finit par aboutir à des lois. Moi, je vous décris simplement les usages. Je ne vous le dis pas, c'est d'accord ou pas d'accord. C'est un travail presque de sociologue qui regarde les usages. Et un quatrième usage, le médiateur, qui est constructeur interculturel. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une revue française qui s'appelle Raison présente, qui publie dans les années 80 un numéro qui s'intitule « Figure au pluriel de médiateurs ». Et il cite 7 médiateurs, dont Lucien Goldmann, philosophe, et d'autres, allemands ou français, qui par leur connaissance de la France et de l'Allemagne ont contribué à ce que ces deux pays se connaissent mieux. Ils ont été entre. Et c'est utilisé dans ce sens. Alors nous allons voir des choses peut-être plus étranges, mais qui sont existantes. Soyez mon médiateur auprès du directeur. Soyez mon médiateur, c'est-à-dire médiateur égale messager. Passez-lui mon message. Médiateur, intercesseur. Soyez mon médiateur pour appuyer ma demande. J'ai lu dans le journal Le Figaro, dans le journal aussi du dimanche du 18 août 2019, un cabinet de lobbyistes, et qui s'annonce comme tel, et qui s'appelle Éthique, qui est signé de ça, et qui dit, oui, nous sommes des médiateurs parce que nous intervenons pour des entreprises ou des groupes pour influencer les députés. Et là, nous avons l'usage du médiateur d'influence, puisqu'il est entre les uns et les autres. Étonnement. Vous connaissez sans doute l'usage du mot médiation en chimie, le médiateur chimique, et dans les techniques dans lesquelles deux produits sont mis en relation et il en émerge un troisième. Le médiateur peut être un objet. Le psychologue ou psychosociologue Winnicott disait que le jouet des enfants est un médiateur entre l'enfant et le monde et les autres. Neuvièmement, la médiation par le langage. Le langage lui-même est médiateur. Si on accepte de le prendre comme ça. Actuellement, c'est le langage qui va faire des va-et-vient entre nous. Conclusion. Pour éviter la confusion, comme il a été dit, bien nommé pour bien dire, ce mot doit encore être précisé par d'autres mots. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le développement, Guy Botquin, belge et suisse, disait la médiation de conflit, on dit la médiation familiale, on dit la médiation de consommation. C'est déjà quelque chose, mais vous voyez, avec les exemples que j'ai cités, qu'on peut encore préciser ce qu'on entend par là. Et je vous termine, ça fait combien de minutes, Catherine? On n'est pas encore aux premières 20 minutes. D'accord. Une expression que j'ai découverte dans un colloque à Genève en 1991. L'automédiation. Un professeur de droit, très connu dans le milieu juridique, le professeur Jean Robert, à la fin du colloque, en concluant, s'interrogeait finalement avec humour et sérieux s'il n'y aurait pas envisagé l'automédiation. Et il entendait par là le fait que les parties entre elles utilisent les outils de la médiation, c'est-à-dire expliquent
chacune toutes les causes en profondeur de ce qu'elles ont vécu, chacune répète, explique ce qu'elle a compris jusqu'à ce que l'autre soit convaincu qu'elle a compris, et que chacune et ensemble, elles explorent toutes les solutions répondant aux besoins. Ce serait, encore une expression, l'automédiation. Étonnement 4. Une contradiction qui va nous faire revenir au début sur la médiation va devenir ou être la règle. Depuis 30 ans, je vois se répéter ces espoirs, avec un espoir encore plus grand quand le ministre de la Justice l'affirme. Mais j'ai trop souvent entendu des personnes dire, au fond, le problème, c'est un problème de communication. C'est un problème d'information. Nous n'avons pas assez expliqué, comme le disent parfois les politiques. Donc les gens ne connaissent pas, donc ils n'y ont pas recours. J'ai envie de partager avec vous le fait que c'est beaucoup plus complexe qu'un pur problème d'information et de communication. Sinon, la médiation se serait sans doute plus développée. Je veux parler des résistances et des refus de médiation. Dans un colloque déjà dans les années 90-96, nous nous réunissions à plusieurs chercheurs, Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, Jacques Fagé, Étienne Leroy, aujourd'hui décédé, à Oñati en Espagne. Il y avait un centre juridique et ça permettait des échanges. Et déjà à ce moment-là, j'avais présenté une liste de résistances et des refus. Je vous en ai choisi quelques-uns pour que nous les ancrions en nous, que nous comprenions mieux ces résistances, parce que c'est en sachant ce qui fait que les gens pensent que c'est pas bon pour eux, qu'on peut leur répondre en répondant à ces résistances et parfois en les acceptant. Et ceci va peut-être à l'encontre de sondages où on dit 70%, 80% des Français sont favorables. Le tout dernier de la semaine dernière, commandé par la Commission des lois au Sénat, déclare 90% des Français sont favorables à l'amiable. Ah bon? Quelles sont donc les résistances? Je prends le temps de retrouver mes notes, si vous voulez bien. Premièrement, un classique que je crois vous connaissez tous, on a déjà discuté. On a déjà discuté. Et en plus, ce médiateur, il vient nous dire que c'est pas lui qui va apporter la solution, qui va nous donner l'occasion de parler, mais c'est déjà fait. Donc c'est pas la peine. Ils ne voient pas la différence entre la discussion conflictuelle qu'ils ont eue et l'autre parole en médiation. Deuxièmement, la lassitude. Ben oui, ils ont déjà discuté, mais ils sont fatigués. Et on va encore recommencer. Troisièmement, la souffrance, parfois, de rencontrer l'autre qui nous a fait mal. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Ça suffit. Là aussi, le médiateur, j'allais dire avisé, le médiateur qui connaît, peut répondre. Vous n'avez pas besoin de le voir, de mon point de vue. Et on n'a pas besoin de se rencontrer. Je peux faire la navette. C'est-à-dire, et j'ai un exemple à vous donner, à Toulouse par exemple, une entreprise dans laquelle le directeur a changé. Et il avait une assistante qui était là depuis de longues années. Et bien le nouveau directeur et l'assistante, ça ne marchait pas du tout. Ils se disputaient, ils ont fini par ne plus se parler, alors qu'elle était assistante du directeur. Le médiateur a proposé une navette. Il a été voir l'un. Il a été voir l'autre. Et il a demandé à chacun ce qu'il pouvait transmettre de la part de l'autre. Il a fait la navette 3 fois. Au bout de 3 fois, le directeur et la personne ont accepté de se rencontrer. Donc nous avons des réponses à certaines résistances.
Quatrièmement, la surévaluation du pouvoir du médiateur confondu avec l'arbitre. Je reviendrai là-dessus, il va nous juger. La sous-évaluation du médiateur. Ben, il dit que c'est nous qui allons trouver, on n'a pas trouvé, alors on ne va pas trouver parce qu'il sera magiquement là. Ils ne savent pas la méthode et la culture de la médiation. Sixièmement, le sentiment de dépossession de son conflit. Il dit qu'il est sans pouvoir, mais c'est lui qui va organiser les échanges. Moi, je veux garder mon conflit, je veux pouvoir répondre à l'autre, l'interrompre. Je ne veux pas être dépossédé. Cette impression de dépossession, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que la seule information. Et à ça, on peut aussi répondre. Je ne peux pas vous donner toutes les réponses, mais on peut dire, vous préférez qu'un juge tranche, que quelqu'un d'autre dise. Mais la personne peut se dire après, ah ben le juge, il n'a rien compris. Par contre, en médiation, par le va-et-vient, vous pouvez avoir le fait que cette personne qui vous a fait mal, qui a mal agi, et sur laquelle vous versez ce que vous avez reçu, reconnaisse les choses. Et de mon point de vue, et je vous interroge, dirais-je à la personne, est-ce que ça ne peut pas être beaucoup plus fort que la personne qui vous a fait mal dise « je reconnais » et qu'il fasse des excuses ou qu'il soit humble ou qu'il demande pardon, peu importe, mais qu'il le reconnaisse devant vous, plutôt qu'imposé par un juge en disant « il n'a pas compris ». Septièmement, la méconnaissance du domaine. Il ne connaît pas l'informatique ou de la culture. Il n'est pas de notre culture. On reviendra. Mais là, je peux souligner le rôle de la comédiation, c'est-à-dire un médiateur généraliste qui travaille sur la relation et un médiateur qui est du domaine ou alors un expert qui connaît le domaine ou qui est de la même culture. Étienne Leroy, aujourd'hui décédé, qui présidait, qui était directeur du laboratoire d'anthropologie juridique de l'université Panthéon-Assas, avait institué au tribunal pour enfants à Paris, qui a été amené à juger des enfants africains qui avaient commis des choses qui n'étaient pas acceptables ici. Des étudiants africains jouaient un rôle pour expliquer aux juges la culture africaine et expliquer de l'autre côté aux Africains la culture française. Médiateur interculturel. Jacqueline Morino, au temps où elle a développé toute la médiation pénale, de ce que je sais, était toujours en comédiation. Et quand il y avait chez les parties une personne d'une autre culture, comme ils avaient un large panel, elle s'arrangeait pour qu'il y ait parmi les médiateurs quelqu'un de la culture de l'autre. Exemple, je ne sais plus si c'est chez elle, mais je me souviens d'un cas où une mère française n'avait pas vu son fils depuis 2 ans. Le père était algérien, il était parti en Algérie. Il a accepté de venir en médiation. Il y a eu un entretien avec lui. Mais on s'est dit, il faudrait trouver quelqu'un, médiateur d'origine algérienne. Et on a trouvé un avocat algérien qui vivait en France et qui s'était beaucoup intéressé à la médiation. Il y a donc eu une comédiation. Je n'y étais pas. J'ai appris que pendant toute la durée de la médiation, le monsieur algérien a regardé tout le temps, le médiateur algérien en face de lui, avec ce sentiment que c'est là qu'il pouvait être compris. Et à la fin de cette rencontre, la mère française a pu pour la première fois appeler son fils en Algérie. Toujours dans ces résistances et refus, le mot médiateur lui-même et le mot médiation, eh bien il est créateur d'ambiguïté. Parce que médiation est au milieu, et des gens croient immédiatement que la solution sera au milieu, d'autant plus que c'est renforcé par 3 de nos proverbes. Chacun va faire un pas, chacun va mettre de l'eau dans son vin, chacun va faire la moitié du chemin. Donc, dans l'imaginaire des gens, il n'y a pas autre chose
que de couper la poire en deux. Il y a à expliquer que le médiateur, lui, est au milieu où il est entre, mais que la solution, elle, n'est pas au milieu. Parfois, elle peut être plus proche de l'un, plus proche de l'autre, après explication réciproque. Parfois, elle peut être complètement ailleurs, à laquelle on n'avait pas du tout pensé, qui d'un tout émerge. Je pourrais donner plusieurs exemples. Et puis, il y a les résistances par rapport à la personne du médiateur. Sa sensibilité à l'émotion, au charme, séducteur. Lui, il sait bien parler, mais moi, je ne sais pas. D'ailleurs, je vais me reposer sur mon avocat. Il y a dans la tête l'idée d'une impossible impartialité. C'est un homme, il aura un avis, donc c'est pas possible qu'il soit complètement impartial. Donc il faudrait donner des exemples et expliquer cette possibilité. Et il y a parfois ses origines, sa profession, sa religion, son sexe. Il peut y avoir préférence pour un homme, une femme. Et je me souviens là que, par exemple, au CMAP, au centre de la Chambre de commerce de Paris, on propose toujours 3 noms. Et on demande d'abord quel profil de médiateur vous aimeriez. Et parfois on dit on aimerait quelqu'un qui parle espagnol, si dans la collection des 100 et plus médiateurs on le trouve. Mais on donne quand même 3 noms. Il y a cette idée du choix. Enfin, 10e, vous avez parfois le désir d'entretenir le conflit. Les juristes utilisent l'expression « les maniaques du procès ». C'est-à-dire que le conflit est un mode de vie et ça se construit dans l'opposition. Et ce sont les limites aussi de la médiation que nous avons à accepter. Ou alors le désir de punir l'autre, de se venger, que le juge le condamne, condamnation. Et le désir est celui-là. Que faire ? Enfin, il peut y avoir le désir d'une résolution par la force. Et nous avons hélas un exemple devant nous, c'est l'Ukraine et la Russie. Plusieurs personnes ont proposé d'intervenir. J'ai vu la même chose dans la guerre en Yougoslavie. Dans le journal, je crois que c'était le Figaro, mais peu importe, je les lis les uns et les autres. Un général, je ne sais plus de quel camp, mais je crois serbe, déclarait « Nous avons tout essayé. Nous avons tout essayé. Maintenant, il n'y a plus que la guerre, ce sera eux ou nous. Eux ou nous. » Vous voyez, quand on en arrive là, et là, ce que je regrette, et je vous donnerai à la fin quelques utopies réalistes, peut-être, ou des utopies du possible, ce que je regrette, c'est le moindre usage du mot que les diplomates utilisent, les pourparlers. Si vous prenez les pourparlers, pour parler, il ne s'agit pas, parce qu'entre la Russie et l'Ukraine, on a l'impression que si on se met à table, on va déjà devoir céder, on va devoir négocier. Et négocier est associé à perdre quelque chose. Invitons alors au pourparler. Parler ensemble. La conversation, qui est un début. Voilà une confusion donc sur le mot médiation au milieu. Lettre 5. Ce sera plus bref. La théorie de la médiation est elle-même contradictoire. Elle prône la liberté des parties pour se déterminer ensemble. Donc c'est la liberté, et vous le dites. Mais en même temps, elle prône, on l'a vu pour les médiateurs institutionnels, mais aussi, je l'ai vu dans des dépliants d'associations de médiation, qu'on recherchera une médiation en équité. Or, on ne peut pas en même temps. On ne peut pas en même temps vivre et liberté et équité. Et les choses sont plus complexes parce que l'équité, c'est une belle notion de l'équilibre.
Mais en fait, qui peut la dire? On ne peut dire que son propre sentiment de l'équité. C'est une notion subjective, la perception subjective de l'équité. Alors, ce que j'avais imaginé, mais ça prend du temps, c'est que le médiateur pose la question, qu'est-ce qui vous paraîtrait équitable et qu'est-ce qui vous paraîtrait équitable? S'il introduit l'équité dans le débat, en plus de la liberté, et qu'il fait échanger les perceptions que chacun a de l'équité pour construire ensemble ce que j'avais appelé l'équité au singulier, des équités au pluriel. J'associe sur quelque chose qui se vit actuellement. La réforme des retraites. En 1995, j'ai vu à la télévision Alain Juppé dire « Nous avons beaucoup travaillé sur cette réforme et nous avons cherché à ce qu'elle soit équitable. » Et elle est équitable. Et 5 minutes plus tard, on entendait les syndicats. « Cette réforme n'est pas équitable. » Donc la même chose. Donc comment faire si vous ne prenez pas le temps d'approfondir ce qu'il y a derrière équitable et derrière pas équitable? Nous revivons la même chose d'une certaine manière aujourd'hui. C'est plus le mot équitable, mais Elisabeth Borne, et ceux à qui elle est associée, dit que c'est une réforme juste, et ils peuvent être sincères en disant qu'ils ont travaillé le juste, en trouvant une retraite à 1 200 € minimum par exemple, etc. Et vous avez les syndicats qui disent « mais c'est pas juste » et qui peuvent dire les cas de pénibilité, les cas où on a commencé à 16 ans, et qui ont tous leurs arguments. Mais vous voyez, cette même chose où peut-être, si la culture de la médiation était là, et si on acceptait de prendre le temps, ce qu'on fait beaucoup plus en Afrique, eh bien, on approfondirait les choses pour mieux comprendre. Et parfois, ce qu'on appelle équitable ou juste, c'est ce qui correspond à nos intérêts d'une partie. C'est plus complexe. J'avais 2 exemples, mais combien de temps est passé? 40 minutes. Aïe. D'accord. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Je passe. Vous pouvez me poser plus de questions là-dessus. Mais ça vaut peut-être la peine. Allez, 1 minute. Je dois m'autoréguler aussi. Un exemple sur la liberté, un exemple sur l'équité. Ça se passe au Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, de la Chambre de commerce. C'est à l'époque où Myriam Baquet était la secrétaire générale. Et c'est Sophie Henry maintenant qui est la secrétaire générale. Il se fait que je suis là et un médiateur sort de la salle de médiation. Je le connais, il me dit ça y est, on est arrivé à la fin. Ah, mais tu sais, ils ont trouvé entre eux, c'était une entreprise plutôt grande et l'autre plus petite, c'est une solution qui n'est pas du tout équitable. Alors je lui ai dit, et alors qu'est-ce que tu as fait? Il me répond, bah rien, je les ai laissés faire, c'est leur liberté, donc leur équilibre. Il était du côté de la liberté des partis. Un exemple maintenant du côté de l'équité, un exemple extrême. C'est une grève dans un conflit collectif à la RATP, mais c'est une grève entre la société de nettoyage et les syndicats, et les ordures s'accumulent dans les couloirs de la RATP, du métro. Un médiateur, avocat en droit social par ailleurs, Gilles Bélier, est nommé médiateur, et finalement, c'est une médiation d'urgence aussi, ça existe. Ils arrivent à un accord. Et c'est la dernière séance où ça va se signer. Gilles Bélier arrive, de ce qu'on a raconté, et il dit « Je suis content que vous trouviez entre vous, que vous ayez trouvé un équilibre, un accord, mais je vais vous prier de me retirer, parce que je ne vis pas cet accord comme équitable et je ne voudrais pas être partie prenante par ma présence de cet accord. » Et il s'est retiré, il était plutôt un médiateur qui était préoccupé par l'équité. Étonnement 6. La place du médiateur selon les cultures et les dogmes là-dessus.
En Occident, de manière très large, on dit que le médiateur doit venir de l'extérieur. Il doit être neutre, indépendant et extérieur au parti complètement. Inconnu. C'est là qu'il va trouver sa neutralité, son impartialité. Étienne Leroy, dont j'ai dit qu'il était directeur du laboratoire d'anthropologie juridique, qui connaissait très bien l'Afrique, m'a et nous a expliqué qu'en Afrique, il est dit que le médiateur, celui qui va être entre les parties, doit venir de l'intérieur, de la communauté, on pourrait dire de l'entreprise, de la famille, parce que ce n'est que de l'intérieur qu'on connaît vraiment le milieu. Vous voyez, ces cultures différentes, médiateurs venant de l'extérieur, médiateurs venant de l'intérieur, mais gardant son souci d'équité. Étonnement 7. Les dogmes sur la confidentialité. Je vais passer vite. J'ai vu des médiateurs qui disent « Ah, vous savez, c'est une confidentialité absolue. » Non, on ne peut pas dire ça, parfois. Quand vous avez, non pas le directeur général ou le président d'une multinationale qui s'est déplacé, parce qu'il y a quand même beaucoup de conflits parfois, mais un représentant, ou un représentant syndical. Vous ne pouvez pas dire confidentialité absolue, puisque chacun va devoir en parler, ne serait-ce qu'au décideur final ou à sa base, comme on dit. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est décider ensemble de ce que l'on va déconfidentialiser. On peut décider pendant la médiation, par exemple dans la dernière demi-heure, qu'est-ce qu'on va en dire à l'extérieur. Parce que c'est vrai que si la presse s'en empare, il y a parfois des rumeurs et ça fait grandir le conflit. Donc, on peut dire ce que l'on a fait, sur quoi on a travaillé, sans dire nécessairement le contenu de ce qu'on a dit. On peut négocier, on pourrait dire, on peut discuter ensemble du degré de confidentialité. Étonnement 8. Les différents styles. Combien de minutes? C'est bon. Ça y est? 40. Est-ce que je vais trop vite? On leur demande. Non, non, c'est bien. Est-ce qu'il y a des choses qui s'écrivent à droite? Non. Hein? Non. Pas trop de choses? Non. Ah bon, ben, prenez le temps. Étonnement 8. Les différents styles et les différentes pratiques de médiateurs. Je vous donne quelques exemples. Et j'ouvre ça sur la tablette. On parle souvent de la médiation comme s'il s'agissait d'une pratique unifiée. Oui, il y a une unification qui est cette recherche de la relation et de l'accord. Parfois que de la relation, parfois que de l'accord, malheureusement, mais on cherche. Mais les manières d'y arriver, les pratiques peuvent être différentes. Premier exemple. Il m'en vient d'une formation que je faisais à Pise, en Italie. Je faisais jouer des cas par des gens qui avaient fait et qui montraient comment ils avaient fait. Et je me souviens qu'on a appelé un monsieur d'un certain âge, un petit monsieur, hein, comme ça, et qui nous a joué son début. Siamo qui insieme. Nous sommes, et il utilisait le nous. Donc, ma réflexion, c'est est-ce que le médiateur utilise le nous allons ou est-ce qu'il utilise le vous allez? Je n'ai pas de commentaire, c'est une pure réflexion. Exemple 2. Un médiateur qui utilise parfois des gestes. Je pense à Gilles Duverger-Lédélec, aujourd'hui décédé, qui était magistrat au commerce, au tribunal de commerce, et qui a fait beaucoup de médiation et qui réussissait très bien. Eh bien, il disait, et je me souviens de sa démonstration à l'École nationale de la magistrature, « Ah, moi, je ne donne pas de conseils, je ne dis pas ce qu'il faut faire. Mais quand il y a une différence, par exemple, entre 100 000 d'un côté et 30 000 de l'autre, ben, en entretien individuel, je dis aux uns, non, je ne dis rien, mais je fais ça. » Et il faisait ce geste.
Et puis j'ai un entretien avec les autres, et je leur disais, je ne disais pas, je montrais. Le médiateur Gilles Duverger-Nédélec, et il a réussi beaucoup de médiations, et que nous avons fait ensemble entre la France et l'Italie. Un exemple 4, c'est l'expérience de Bill Wilmot, médiateur américain. Je reviendrai peut-être dessus, mais pour lui, le plus important, c'était la première étape et la dernière. La première étape, au fond, il avait une méthode qui permettait d'éviter du temps passé sur le quoi. Il avait des entretiens individuels longs, très longs, de 1 heure à 2 heures. Et vers la fin de l'entretien, il avait un tableau de papier. Maintenant, on utilise l'ordinateur. Un tableau de papier sur lequel il avait inscrit tous les thèmes dont la personne voulait parler. Et il demandait si elle était d'accord pour que, quand on rencontrera l'autre, il prenne cette feuille et qu'il la pose en disant « Nous avons parlé, voici tout dont monsieur ou madame souhaiterait parler ». Et il faisait la même chose avec l'autre. Et chacun disait qu'il était d'accord sur ce plan. Au fond, c'était un raccourci à travers l'entretien individuel sur cette phase de quoi on va parler ici, et on commençait déjà à entrer dans les points. Vous avez les médiateurs, toujours dans la diversité, qui disent le maximum d'informations avant. Je m'informe auprès de l'entreprise, des avocats, de la famille, je veux le maximum d'informations. Et vous avez les médiateurs qui disent « Moi, je ne veux rien savoir avant, je veux tout apprendre dès parti. » Combien de minutes, s'il te plaît? On a 45 minutes. Combien? 45 minutes, donc c'est bon. D'accord. Alors, je vais vous en citer une série de styles et de manières de faire différentes. D'abord, en pré-médiation, avant même le début de la médiation, une médiatrice québécoise, par exemple, s'appelle Marie-Claire Bello, envoie un questionnaire. J'ai découvert cette pratique. Et elle reçoit de l'information par questionnaire. Deuxièmement, exemple suivant, un livret ou un petit livre envoyé à chaque partie. C'est un livre que nous avions écrit, mais que pour les personnes, pas pour les médiateurs, avec Michel Feufeu et Jean-Paul Sobesti, que tu connais. Et Michel Feufeu, en tout cas, l'envoie, dit c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un chapitre sur la préparation à la médiation. De quoi je voudrais parler, comment. C'est-à-dire qu'on devrait informer beaucoup plus. Et il y a une partie sur le choix de la médiation, en fonction de questions et de thèmes, des avantages et de limites. Je l'ai passé on a beaucoup de choses, mais dans les médiations en entreprise, par exemple, quand ce sont des médiations entre salariés, entre deux services qui ne s'entendent pas, il est intéressant de demander, comme le font, je pense, la majorité, à la hiérarchie, qui est commanditaire, qui demande si jamais on a besoin qu'elle intervienne dans la médiation, est-ce qu'elle serait d'accord pour intervenir? Parce que souvent un conflit entre à l'horizontale est rattaché à des choses qui se passent au-dessus. Et donc il est bon d'avoir déjà l'engagement du dessus, comme on dit, à être présent si c'est utile. Je passe parce que ça prendrait du temps, mais si vous voulez que j'en parle, c'est la part de responsabilité de chacun dans le conflit. Une médiatrice qui pose cette question. Parlons maintenant du tout début de médiation. Certains médiateurs parlent de se préparer dans son corps. Marianne Souquet, peut-être Catherine, ici, et d'autres, vont faire une promenade d'une demi-heure, vont se détendre physiquement. D'autres pas. Je suis très sensible aussi au choix des mots et à leur influence probable sur le contenu de la médiation.
Exemple 1, la façon dont on annonce deux grandes étapes. Les uns vont dire du passé au présent, et après on ira du présent au futur. Cohérent. Un autre médiateur, qui s'appelle Dominique Morel, dit première phase, l'évacuation du conflit. Deuxième phase, la construction de la paix. Là, c'est pas pareil. L'usage des mots, et Gary Friedman, médiateur américain qui a publié un ouvrage toujours chez Médias et Médiation, dit qu'il avait été frappé par les Français qui ont l'habitude de donner des règles. Donc on donne des règles, et moi-même je préfère donner des règles de respect, de non-interruption de la parole, etc. Il dit, moi jamais. Mais il fait la même chose en disant, est-ce que vous pourriez être d'accord sur le fait de respecter la parole de l'autre, de par un... Au fond, vous voyez, les uns vont utiliser le mot règle, les autres vont utiliser demande d'accord. Le choix des mots pour qualifier la mission du médiateur. Dominique Morel, par exemple, disait qu'il dit « Ma mission, c'est de clarifier l'intention. » Clarifier l'intention. C'est encore autre chose. Une médiatrice comme une amie très proche, Gabrielle Planès, que je connais depuis très longtemps, va être plus vigoureuse. Et j'avais marqué, elle va enfermer dans une contrainte, au moins dans les mots. Je vais vous obliger à vous écouter. Parce que votre objectif ici, c'est de trouver des solutions. Et donc le principe de base, c'est d'écouter pour s'entendre. J'ai peut-être caricaturé le choix des mots. Mais quand même, le mot « je vais vous obliger à vous écouter », là, je crois que c'est quelque chose. Le choix des mots dans l'invitation à dire, à commencer. Un médiateur de Grenoble, et je crois que Hélène Abelson-Gebhardt fait ça, vous êtes là pour dire ce que vous avez sur le cœur. Ben, je crois que c'est différent de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils amènent là. Vous voyez cette attention aux mots, à chacun des mots, et à ce que nous partagions ça et que l'on prenne des mots les uns des autres qui peuvent faire avancer notre pratique. Hélène dit aussi, un lieu de parole, ici, est un lieu différent d'un lieu de discussion. Ah, puis elle expliquera. Il y en a qui vont mettre sur le tableau des citations, des proverbes. Dominique Morel va parfois commencer en disant « Pouvez-vous me parler de votre relation ?» Il ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé, il ne dit pas où sont les problèmes. Parlez-moi. Et il va commencer par votre relation. Et j'avais noté que le médiateur peut annoncer le souhait d'un accord équitable, on l'a vu, équilibré, satisfaisant, acceptable. Tous ces mots portent des nuances qui vont diriger peut-être autrement la pensée de certaines parties. Combien de minutes? On peut passer à l'étonnement neuf. Comment? On peut passer à l'étonnement neuf si tu veux. Comment? On peut passer à l'étonnement neuf. Ah, passer à l'étonnement neuf, c'est très bien. On va faire passer à l'étonnement neuf. Étonnement 9 et 10 pour finir cette partie. Je vais commencer par l'étonnement 9 avec les limites à accepter si on n'y arrive pas. J'ai inversé l'ordre. Les limites à accepter pour rester serein et ne pas être trop triste et trop malheureux, parce que le médiateur peut être très malheureux de ne pas y être arrivé. Il faut être humble. Je me souviens d'une médiation où j'étais entre une mère et une fille, et au bout de 2 heures d'échange, la mère redisait exactement les mêmes choses comme début. Et quand je lui invitais à dire ce qu'elle avait entendu, compris de ce que disait sa fille, c'était « oui, mais vous savez que ». Et je trouvais là des limites. Et
je n'ai pas continué. Il y a aussi les limites pathologiques, je ne sais pas faire, hein, cette opposition systématique, mais qui est de l'ordre presque de... qui est d'un ordre avec lequel je ne sais pas faire. Je vous ai dit les limites par la force, il n'y a plus rien maintenant. Et comment garder sa sérénité? Eh bien, accepter ce qu'un médiateur italien avait écrit dans un article, la légèreté du médiateur. Vous restez léger, c'est votre affaire. Et j'aime bien ce que dit Michel Feufeu si les partis veulent arrêter. Il dit, vous pouvez arrêter, c'est ce qu'on a prévu au départ, les partis arrêtent quand ils veulent. Mais moi, je reste. Ça interroge les partis, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils restent. Ça veut dire qu'ils croient encore qu'on pourrait arriver à quelque chose? Voilà. Vous pouvez arrêter, mais moi, je reste. Dans cet exemple, où Michel Feufeu, ou Jean-Paul Semesti, ou d'autres, je pense à Philippe du CMAP, qui ont fait plus de 200 médiations ou 300 médiations, il y a une évolution. Je sais, par Michel, qu'il arrivait à 60-70% d'accord. Mais dans le même domaine des relations du travail, à la Cour d'appel de Versailles, il arrivait dans ce domaine-là à 90% d'accord. Je veux dire par là que c'est la pratique qui nous forme. Et que, même si on n'aboutit pas, on n'est pas nécessairement responsable de ça. Par contre, il me semble que le médiateur doit toujours se poser cette question. Est-ce que moi, quand je regarde le film de ce qui s'est passé, j'ai eu une part dans le fait que ça n'a pas abouti? La pratique est aussi l'école de la formation continue, de l'analyse des pratiques. Et il a à se poser cette question. Parfois la réponse sera « j'ai fait tout ce que j'ai pu ». Mais parfois, il réfléchira à des choses qui en feront un meilleur médiateur. Et il testera des mots ou des pratiques. Enfin donc, quelques histoires en 10. Des étonnements sur des histoires exemplaires. Je dis exemplaires parce que j'ai découvert que ça existe. Je vais passer sur une première que j'ai faite, mais je vous donne sa caractéristique. C'était une médiation pénale avec une comédiatrice, Marie-Laure, il y a 20-30 ans. C'est entre deux automobilistes qui se sont échappés et la femme enceinte a été renversée par un des automobilistes. Je m'arrête là. Et on est en médiation. Une partie est un jeune cadre dynamique, je caricature, un peu pressé. Ils se sont expliqués, chacun a dit que lui était pressé, Et il prend son carnet de chèques, il se tourne vers l'autre partie et il dit « Combien vous voulez ?» Ce que souvent nous croyons être. Et j'y ai cru qu'il arrivait à ce final de reconnaître qu'il y avait eu un préjudice et qu'il était prêt à rembourser. Et je découvre le mari de la dame qui dit « Mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, monsieur, c'est que vous fassiez une lettre dans laquelle vous vous engagiez à ne plus jamais avoir de comportement comme ça. Ma femme enceinte était devant votre voiture et est arrivée à la pousser de ne jamais avoir ce comportement. » Au fond, la demande de l'autre partie était une partie de type justicier. Engagez-vous à ce que le monde soit meilleur par rapport à votre comportement. En fait, lui a donné un chèque quand même, mais ce qui m'étonne, c'est la façon dont nous pouvons nous leurrer, croire que le besoin est là et que ça va résoudre, alors qu'il peut être ailleurs, et qu'il s'agit d'être toujours très vigilant pour comprendre, et parfois en entretien individuel. Donc, des histoires exemplaires. Val-de-Marne, un couple qui est séparé et qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur la garde d'enfants.
ils ont rendez-vous à 14 heures chez la médiatrice. Ils sonnent à 14 heures et ils disent « Écoutez, depuis qu'il y a eu cette idée de la médiation, ben on s'est donné rendez-vous pour déjeuner puisqu'on venait vous voir. Et finalement, on s'est mis d'accord, alors on ne va pas intervenir. » Le mot médiation avait fait médiation. Troisièmement, la médiation peut refaire des couples. Il y a ce qu'on appelle la médiation conjugale, de certains, mais je pense à un cas où, de nouveau pour une garde d'enfants, des parents séparés, la médiatrice familiale utilise la méthode « Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes rencontrés ?» On peut l'utiliser aussi en médiation d'entreprise dans les conditions de travail, enfin, dans le travail. La première fois. C'est merveilleux, je l'ai essayé parfois. Si les gens acceptent, ils repartent et leur visage parfois change. C'était dans dancing. Tu m'as invité à danser et tout d'un coup, c'est comme ça que ça s'était fait. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Et bien finalement, après on a fait ci, on a fait ça. Et puis arrivent les premiers reproches. Tu rentrais tard, tu étais pris par ton travail, tu ne considérais plus le travail passé avant. Oui, mais toi tu me faisais beaucoup de reproches, tu m'as dit mais non, c'est pas possible, alors que c'est moi qui ai travaillé plus que toi, etc., etc. Eh bien dans cette médiation, au bout d'un moment de l'histoire, le monsieur dit à la dame, c'est quand même bête qu'on en soit arrivé à ça, comme ça. Et si on recommençait? La dame a souhaité devenir médiatrice familiale au CNAM où j'étais. En cours d'année, elle me dit « ça y est, il va déménager ». 3 mois plus tard, elle me dit « on a décidé de se remarier ». Autre cas de médiation familiale, la médiation où le couple se refait et ils font des enfants en plus. Ça se passait à la maison de la médiation à Paris. Pour les 20 ans de cette maison, j'avais suggéré que l'on invite des parties, et pas que des gens comme moi ou d'autres qui racontent. Que les parties elles-mêmes témoignent. C'est ce à quoi je crois le plus pour le développement de la médiation. Et j'ai vu ces gens dire, on s'est remariés, et puis on a même des enfants en plus, et les enfants étaient là. Voilà quelques histoires. Bon, vous savez, pour un certain nombre au moins, que la médiation peut faire remonter des souvenirs de 60, 70, 80 ans. Je pense, entre autres, aux successions. Un frère et une sœur, dans un cas précis, qui se disputent. Il y a 200 000 € en banque, ça, on répartit, mais ils se disputent les meubles, la grande bibliothèque, quelques tableaux de maître et d'autres tableaux. Et le frère dit « Ah ben moi je garde ça, tu peux prendre tous les tableaux si tu veux, mais moi je garde cela. Et puis je garde la bibliothèque. » Eh bien, il répète les mêmes choses. Il répète les mêmes choses, et la médiatrice finit par dire « Est-ce que vous voulez que l'on continue? Si vous continuez comme ça sur des chemins parallèles, vous ne vous rencontrerez jamais. Il faudrait que quelque chose bouge. » Et ils disent, comme ça, on va voir comment ça va se trancher. Et la femme dit, c'est comme dans la caisse à deux. Tu te souviens? C'était peut-être un autre mot. C'était une grande tirelire qu'ils avaient. Quand on avait 7 ans et 10 ans, quand on avait 7 ans et 10 ans, quand moi j'ai voulu acheter une poupée, eh ben, tu n'as pas voulu acheter cette poupée. Et je l'ai au travers de la gorge, et je m'en souviens toujours que tu n'as pas voulu, et que tu as toujours dominé, et que tu as toujours voulu prendre des décisions. Le frère est stupéfait. Comment? Tu te souviens encore de cette histoire de poupée? Il sourit, il se met à rire, il dit c'est incroyable. Et dans la demi-heure qui suit, il fait des excuses par rapport à ça, et ils trouvent une solution ensemble. Merci.
Et j'ai en réserve, si vous voulez, dans le débat, quelques palabres africaines qui m'ont aussi appris des choses. Et sur les utopies, peut-être réalistes, ou ce que j'appelle les utopies du possible, je pense au modèle de l'élection du pape, où on ne sort pas avant d'avoir trouvé le pape. Et on est nourri, logé, il y a une fumée blanche, je crois. Eh bien, il y a la même chose. Dans une des coutumes, il y a de nombreux types de palabres africaines. Dans un village, une agglomération, quand il y a un conflit interne, eh bien, on demande aux partis de rentrer dans une maison, une petite maison, qui est la maison de la palabre. Et ils rentrent, mais ils ne peuvent pas en sortir. On leur apporte à manger à travers les fenêtres, tant qu'ils n'ont pas trouvé d'accord. Eh bien, je transpose sur les Nations Unies. Les Nations Unies, l'ONU, c'était aussi une utopie. Ça n'existait pas avant la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est construit après la Deuxième Guerre mondiale. Et si quand des pays sont en guerre, ou quand toutes les parties concernées étaient réunies pour ne pas sacrifier tous ces Ukrainiens et ces Russes, et pour dire, vous allez rester là tant que vous n'avez pas résolu les choses, et vous ne sacrifiez pas votre peuple, je lance l'utopie du possible. Bonne soirée et bon débat. Alors, oui, il n'y a pas eu beaucoup de questions. J'imagine que c'est Toi, parce tu que... peux la voir, mais moi, je peux J'en ai continuer. quelques-unes, mais j'imagine que c'est parce que vous étiez tous extrêmement attentifs à ce que Jacques pouvait dire de manière toujours aussi théâtrale. C'est Avec ce don. l'une de mes qualifications. J'ai travaillé comme acteur dans une douzaine de spectacles et je garde ça. Ça se voit. Et j'aime ça. Bon. Alors, puisque tu parles de débat, il y avait notamment une question dans le Q et A, Q et R. Comment vois-tu l'évolution de la médiation dans le paysage juridique français récent et futur? Et ça, tu en as parlé au tout début. Oui. Désolé, mais je ne vais pas répondre à cette question, qui m'a été aussi posée par un mail par rapport au Conseil national de la médiation et comment je vois le futur. Je ne vais pas répondre parce que je ne sais pas. Je ne vais pas prédire que ça va être que du juridique au sens strict. Je ne crois pas. Il faut voir le Conseil national de la médiation et les décisions à l'œuvre. Je crois qu'il est prévu qu'il y ait des médiateurs ou des associations de médiation qui ne sont pas que juridiques. Et je ne réponds pas parce que je ne veux pas prédire ce que je ne sais pas. Et je dis, ça peut fonctionner en tenant compte aujourd'hui du très grand nombre de médiations aussi non judiciaires, des médiations familiales, des médiations de travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres thèmes? Alors, on va commencer le débat par, Sinon, par une question joker, en quelque sorte. Et je comprends bien. Voilà, donc ton joker, tu en as combien? Tu en veux combien des jokers pour, Comment? Tu en veux combien des jokers? Ah, moi, je ne veux pas de joker. Parce que là, c'est un petit peu un joker. Tu peux me provoquer. Je peux te provoquer en évitant certaines questions. C'est parfait. Quand même, je vais revenir. Si tu refuses, et c'est ta liberté, de débattre autour d'une prédiction concernant le CNM, tout à l'heure, tu as dans l'étonnement 4, en parlant des résistances, tu as indiqué que ça fait au moins 30 ans, moi de mon côté ça fait presque 20 ans, donc je suis contente de voir qu'on a à peu près le même constat, ça me rassure sur ce que j'ai pu constater de mon point de vue. Quand un constat est partagé, on pense qu'il est objectif et que c'est un fait. Bon, donc ça rassure, ça fait un point d'appui. Alors, par le passé, tu disais, il y a eu beaucoup déjà d'élan, que ce soit J21, que ce soit donc dernièrement le ministre de la Justice. Il y a eu ces élans, on a voulu mettre en premier les modes amiables, mettre en premier la médiation. Et au regard de toutes les résistances qu'il peut y avoir, je disais, mais c'est pas, en fait, le problème, c'est pas juste une affaire d'information, de communication. Donc ça sert à rien de communiquer plus ou d'informer plus. C'est utile, mais c'est largement insuffisant. C'est insuffisant. Donc,
qu'est-ce que tu verrais? Préconise. Voilà, qu'est-ce que tu préconises? Ou est-ce que tu, dans le passé, est-ce que sur ces 40 ans, et tu l'as dit au tout début, en fait on s'arrête à 40 ans, mais toi tu as la conscience ou la connaissance de l'histoire de la médiation qui remonte au début du XXe siècle, donc on va, pour les besoins de la cause et eu égard au temps qui nous reste, restreindre. Oui. Enfin on pourrait revenir sur, même au grec. On pourrait Absolument. aussi revenir au grec. On ne va pas le faire ici. Donc, est-ce que dans le passé, tu as vu des mesures qui étaient encore plus pertinentes que celles qui viennent d'être prises? Alors, nous soyons là aussi justes. J'ai insisté pour voir la complexité avec vous. Je crois qu'il y a eu incontestablement une évolution du monde judiciaire qui a développé, souhaité développer, la double convocation, différents systèmes, la médiation administrative, que je n'ai pas nommée, par lequel des gens qui étaient de plus en plus convaincus ont proposé de plus en plus de médiation. C'est-à-dire que la courbe, au fond, à mon avis, sur les 30 ans, et je me base aussi sur les statistiques du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, qui tournait autour de 300 médiations par an, et bien qui une très lente évolution. Donc il y a une courbe, mais elle est relativement lente, mais en progression. Donc il y a bien, tu as raison de le rappeler, que le milieu développe ces modes. Et il y a eu des lois. Moins de 5 000 €, il faut passer par la conciliation d'abord, ou la médiation. Et ça pose, et certains la posent, la question du service gratuit de la justice et de la médiation payante ou gratuite, lorsque c'est un service, par exemple, dans la médiation de la consommation, mais elle est quand même financée quelque part par d'autres. C'est une question. Voilà pourquoi deux choses. La première chose, c'est le débat sur médiation obligatoire ou pas. L'Italie, l'Argentine, autant que je sache, ont développé la Turquie, ce qu'ils ont appelé la médiation obligatoire dans des situations de travail ou commerciales. Et ça a augmenté considérablement le nombre d'accords et réduit ce qui arrive chez le juge. Ce qui m'a gêné, c'est le choix des mots encore. Je n'aurais pas utilisé le mot obligatoire, parce que le mot obligatoire, il fait peur, et y compris aux médiateurs qui prônent la liberté des parties. Comment obligatoire? Comment obligatoire? Et oui, on remplace le mot obligatoire par il y a un préalable à l'accès au juge. Il y a un rituel, un préalable qui est, je donne tout de suite la parole, il y a un préalable qui serait l'expérience de la médiation. Le meilleur moyen, c'est pas de discuter, d'expliquer, d'expliquer. À mon sens, quand on dit l'information sur la médiation, ça devrait être le début d'une médiation. Et les gens voient comment se comporte le médiateur. Au Québec, de ce que je sais, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, l'État avait fait des calculs par rapport au coût des conflits. Et il y avait 2 à 4 premières séances de médiation gratuites. Et c'est après que véritablement les parties peuvent choisir et dire oui ou non à la médiation, parce que, comme on l'a vu, ils savent à quoi ils disent oui ou non. Mais tant qu'ils ne l'ont pas expérimenté. Donc ma proposition serait aussi, bon, ça plaira ou ça plaira pas, mais je vois, j'imagine, un service public de médiation. C'est-à-dire, et j'ai eu cette idée quand on m'a raconté qu'en Californie, il y avait le multi-door, c'est-à-dire plusieurs portes, le système à plusieurs portes. Il y avait la porte arbitrage, il y avait la porte médiation, il y avait la porte jugement, procès. Et il y avait déjà une espèce de choix qui était offert. Et on pouvait passer de l'un à l'autre. Donc, l'État qui veut en même temps réduire ses coûts sur
procès, appel, cour d'appel, cassation, etc. Et ceci n'empêcherait pas les avocats d'exercer leur métier. Parce qu'on dit aussi, il faut payer l'avocat et puis il faut payer le médiateur en plus. Mais le service public de médiation, comme pour les conciliateurs qui sont gratuits, les médiateurs ou les conciliateurs recevraient une indemnité. Et c'est vrai que les retraités forment là une immense réserve où ils se sentent inutiles et ils seraient tellement contents d'œuvrer à l'œuvre commune de paix sociale. Et donc, un service public de médiation parallèlement aux médiateurs indépendants, de la même manière qu'il y a la médecine publique, la médecine privée. Et il y a la mixité de l'économie privée et de l'économie publique. Et on irait sans doute chez des médiateurs et on accepterait de payer. Mais quand on n'a pas les moyens, de toutes les façons, on ne payera pas. Hein. On accepterait de payer parce qu'il y a une qualité de temps qui va être consacrée. Et les gens peuvent comprendre que si on prend 4 heures, 5 heures, 10 heures, la plus longue que j'ai pu faire en comédiation était de 30 heures, eh bien, ça permettrait vraiment d'aller vers le choix de la médiation. Et je crois qu'en l'expérimentant, beaucoup resteraient. Donc si je comprends bien, ce que tu préconises, et ça reprend ce que tu disais tout à l'heure concernant l'élection du pape, il y a une sorte d'invitation ou même d'impérium sur au moins vous testez, au moins vous tentez, et donc ça va au-delà de la simple TMFPO, tentative de médiation de familiale préalable obligatoire, où c'est centré sur l'information. Non, c'est un peu la même chose. Non, c'est la même chose là. Mais j'enlève le mot obligatoire, j'enlève le mot tentative. Vous avez 2 séances de médiation offertes. Gratuites. Hein, voilà. Et gratuites. Très bien. Parce que l'État finance. Et pourquoi au Québec l'État a financé? C'est parce qu'il a fait des calculs sur ce que coûtaient les conflits après. Et les enfants qui après quittaient des familles, etc. Et que c'était plus économique de financer ça et de ne pas avoir ces coûts sociaux considérables. Alors il y aurait une autre question, et tu en as parlé aussi un petit peu, la nuance entre, si on revient aux mots, la nuance et aux pratiques. Tu viens de parler des conciliateurs, c'est un service gratuit. Quelle différence fais-tu entre la médiation, ou est-ce que tu fais une différence entre la médiation et la conciliation? Alors, je souris parce que c'est, comment on dit, c'est le serpent de mer. Depuis des années. Pour moi, et je l'ai montré, tous les deux sont des tentatives où quelqu'un se met entre d'autres personnes. Alors, c'est ce qu'on dit sur la conciliation que je peux vous dire. Ben, le conciliateur, en général, il prend moins de temps. Il ne passe pas 3 heures. Le conciliateur, il fait plus facilement lui-même des propositions pour avancer. Le conciliateur, au moins les conciliateurs de justice, sont gratuits et ont une indemnité. Mais je pense qu'il serait quand même utile de rapprocher ces 2 choses. Quand j'ai parlé de service public de médiation, c'est d'avoir des systèmes où les choses soient plus précises. Dans un mémoire d'étudiant d'Éric Charlemagne, qui travaille chez Airbus et qui a voulu développer la médiation chez Airbus, nous avions défini la conciliation, en gros, pour modéliser, inférieure à 3 heures de temps. Nous avions défini la conciliation comme gratuite. Nous avons défini comme celle de proposition avec des propositions. Je m'arrête là par rapport à ta question. Dans le vocabulaire actuel, c'est comme ça. D'accord, donc pour toi, il y aurait, on reprend la racine med, dès lors qu'on se met entre, qu'on soit conciliateur ou médiateur, finalement oui, ça n'a voilà pourquoi il faut parler, et je vais vous donner un autre exemple, de la médiation-conciliation, où ce serait clair, enfin, voilà, mais où ce serait plus conciliation, parce qu'on l'a clarifié comme ça, et on explique ce que c'est. Je vous prends un autre exemple, d'une haute... Quelle heure est-il? Combien de minutes? 20, il est 20, encore 5 minutes à peu près. Donc 9 minutes. Je pense à ton taxi. D'accord, merci. Je pense à une médiation
faite dans un conflit collectif des intermittents du spectacle. La médiatrice était Simone Rosès, qui a été longtemps présidente de la Cour de cassation. J'ai lu dans le journal Libération, à l'époque, que cette médiation avancée, avec Simone Rosès, médiatrice-consultante. Retenez bien, médiatrice-consultante. Certains diront, c'est pas possible là aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait encore? J'ai eu la chance, dans un colloque, je crois, de rencontrer Simone Rosès. Et pendant une pause, j'ai été vers elle. Et je lui ai dit, Madame, j'ai vu dans le journal Libération que vous utilisiez le vocable médiatrice consultante. Qu'est-ce qui fait que vous utilisez ce vocable? Elle connaissait tous les débats sur la médiation. Ah, mais voyez-vous, moi j'ai le sentiment que par exemple dans un conflit comme celui-là, beaucoup ne connaissent pas le champ, le domaine. Et en disant médiatrice consultante, je m'autorise à dire parfois, écoutez, là je voudrais arrêter la médiation de manière claire. Et je voudrais vous informer sur ce qui s'est passé juridiquement, ou sur l'état des lois, sur ça. Je vous donne de l'information. En ce sens, je suis consultant, donc consulte sur l'état des choses. Et je reviens à mon rôle de médiatrice. Je n'en dirai pas plus, mais je vous signale que dans sa pensée, c'était très clair. Il y a des temps où je suis ça, des temps où je suis ça, et c'est encore un autre modèle. Donc, si je comprends bien, ce qui prime pour toi, pour reprendre le bien nommé pour bien dire, et on pourrait dire bien nommé pour bien dire et surtout bien penser, eh bien c'est la clarté. Dès lors que je suis au clair avec ce que je fais... Oui, et que les partis sont au clair, et que les partis peuvent dire « Ah, vous nous aviez dit ça et c'est pas ce que vous faites ». Très bien. Et que les partis peuvent critiquer. Et je trouve qu'il devrait y avoir une instance, c'est peut-être le Conseil national de la médiation, parce que parfois, ils se retournent contre les médiateurs et en justice, c'est très rare. Mais il devrait y avoir une instance, qui peut être l'association de médiation, où des partis peuvent se plaindre, qu'il y ait une enquête, et ça fait avancer les médiateurs eux-mêmes. Alors par rapport à ça, toujours sur la question médiation-conciliation, quid de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre dernier, qui indique qu'on ne peut pas être dans la médiation et la conciliation, à l'exception de la médiation de la consommation. Très bien. Alors, c'est parce que cet arrêt de la Cour de cassation, à mon sens, parle de l'existant. Et dans l'existant, il y a la fonction de conciliateur de justice et la fonction de médiateur, qui sont justement séparées. Comme elles sont séparées, la Cour de cassation dit « gardons la définition actuelle de l'un et la définition actuelle de l'autre ». Moi, je parle de projets à venir, de possibles conciliation entre les mots, ou tout au moins d'un seuil où on définisse plus précisément ce que l'on fait. L'important, c'est que l'on soit compétent en conciliation et compétent en médiation. Et j'ajoute qu'en formation, j'ai suggéré, et je pense, que l'IFOMEN, le CLAM, mais il y en a tellement maintenant, les DU, devraient former et s'intituler « Formation à la médiation et la conciliation ». Parce que la conciliation est pertinente dans certains cas. Elle est pertinente au sens où parfois, c'est l'exemple, l'exception de la médiation de la consommation, parfois les partis n'ont pas d'idée. Bon. Et c'est quand même une aide de vraiment dire, ben écoutez, dans ce cas-là, je vais vous proposer plutôt une conciliation. Parce que je vais vous faire des propositions, on a constaté qu'il y avait un vide. Et dans d'autres cas, dire, je préfère prendre la voie de la médiation, parce que l'on sent qu'il y a des choses bien plus profondes, qu'il y a des croyances, qu'il y a des valeurs qui sont en cause, et que le médiateur, en connaissance de cause, pourrait choisir. Et à ce moment-là, il y aurait un seul métier, qui serait soit public, soit privé, parce qu'on n'a pas parlé aussi de France Médiation, qui est une création qui relie tous les médiateurs sociaux, quartier, voisinage, etc. Ça existe aussi, et qui sont financés par les municipalités, par l'État. Voilà.
Alors, donc médiation, conciliation pour clore, et on va bientôt arrêter ce webinaire. Certains disent le conciliateur, c'est un expert, ou il a proposé une solution, c'est ce que tu as dit. Donc, si les personnes c'est pas un sont expert, à hein, le conciliateur, c'est un homme de bonne volonté. de bonne volonté, bah, comme le médiateur sans doute. Maintenant, pour ce qui est des idées à donner aux personnes en matière de solutions, dans un espace de médiation, on peut très bien demander à un expert de venir. On peut aussi demander aux avocats de proposer, Tout à fait, d'imaginer des solutions. tout à fait. Du coup, quel intérêt de passer à la conciliation si en médiation on peut faire venir des personnes qui vont Oui. aider au travail Tu des parles de options. faire venir, mais je crois que tu parles aussi, parce que de ce que j'ai compris de la pratique, le principe théorique, c'est jamais le médiateur ne propose de piste. Et ce que je dis même moi-même avec l'expérience, c'est, je croyais ça au départ et je formais comme ça au départ. Mais il commence par chercher à ce que les parties trouvent des solutions. Et s'il y en a qui y voient et qui ne sont pas émergés, ils s'interrogent à haute voix, ils questionnent, ils ne conseillent pas. Et ça, je suis radical là-dessus. Toi aussi, je crois. Ils s'interrogent, ils interrogent. Je vous ai dit, Bill Wilmot disait au moins 3 solutions pour qu'on ne croie pas que j'ai le bon avis. Et le médiateur dit, est-ce que vous avez pensé à ça? Il peut ajouter, moi je ne sais pas pour vous, mais j'ai des idées qui me viennent, donc je vous les donne. Si vous voulez les prendre, vous pouvez les prendre, c'est parmi les autres, mais ce n'est pas mieux que les autres. Donc pour stimuler Il la faut le créativité des personnes. Voilà, voilà. D'accord. Bon. ben voilà. Nous approchons de l'heure. À 29, il faut qu'on arrête. Alors, je te remercie infiniment d'être venu. Tu auras aussi tu pourras regarder tranquillement dans le taxi toutes les remarques qui ont été faites dans le chat et les Parce qu'il n'y avait pas d'autres questions-réponses. thèmes ou questions. Pas qu'on puisse traiter là juste maintenant, mais en tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de Merci remerciements. Catherine. Donc vraiment, merci d'avoir été là. Et donc, on vous retrouvera en mars. Ce sera le 16 mars, un jeudi, pour une fois. Ce sera un jeudi à 18 h. Et on parlera de la médiation de la consommation. Très bien. Médiation de la consommation avec Maître Carole Pascarel, qui est une spécialiste en la matière du côté des avocats. Donc, merci d'approfondir tous ces thèmes et merci à vous tous d'avoir été là. merci à vous tous. Très bonne soirée, très bon week-end et très bonne continuation. Au revoir.